Dans cette vidéo, nous allons parler du modèle Y, donc exclusivement. C'est Gwen qui m'avait envoyé la vidéo de Choucroute Garage et ça m'a inspiré. Alors le modèle Y, je connais très bien puisque j'ai une batterie CATL et juste après, donc il y a eu la batterie donc structurelle. Ça a été finalement le seul modèle et la seule version en Europe. Je crois qu'il y avait eu le 4680. Bref, j'ai un doute là-dessus. Si tu veux, je suis pas spécialiste des batteries 4680. Moi, je trouve que l'idée était bonne d'un point de vue industriel, mais c'est comme d'habitude parfois avec Tesla, c'est que là on voit bien qu'ils se sont trompés donc sur la structurelle. Alors c'est une batterie BYD parce qu'en fait BYD fait déjà ça sur ses modèles. On appelle ça cell to body. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose que ça s'arrête? Moi je trouve que c'est une très bonne chose parce que le seul argument de cette batterie c'était la charge. Alors la charge avec Tesla, je ne sais pas comment ça se fait, ils arrivaient à faire une charge assez impressionnante. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est dans les commentaires, votre dégradation. C'est-à-dire que moi, sur ma batterie CATL, j'ai pas eu le temps encore de faire un bilan au bout de 2 ans, je suis à 45 ou 46 000 km, je suis à 408 km au lieu de 418. Alors je sais que la norme EPA a changé, donc américaine, maintenant je crois qu'on est à 393. En soi, peu importe la dégradation et peu importe qu'on soit aux alentours des 300, 350, 400 km, ce n'est pas le problème pour le quotidien. Le problème, ça va être sur les longs trajets où plus il va y avoir une dégradation et plus on va devoir s'arrêter. Donc, on va avoir des trajets en tout cas un petit peu plus courts. Au-delà de ça, on va parler donc de l'aspect technique, mais c'est surtout que cette batterie, on avait une particularité, c'est la charge. Sur une batterie LFP, déjà Tesla fait très fort. Je tiens à rappeler que par exemple le Leapmotor C10 qui a une plus grosse batterie, donc CATL de 70 et 69 et des bananes, nous on a 60 en net kWh, donc en gros ils ont plutôt un palier, elle est entre 70, 80, 90 kW, donc ce qui n'est pas énorme. Tesla va proposer un pic, que ça soit sur sa batterie NMC, que ça soit avec Panasonic, LG ou autre, etc. Et après, ça va redescendre. Donc en fait, on est sur une moyenne sur la CATL entre 80 et 120 kW. Ça va dépendre du préconditionnement. Ça aussi, il y a beaucoup d'informations que je vais devoir donner dans cette vidéo. Tesla a revu en fait le préconditionnement de la batterie, notamment CATL, et je trouve qu'elle est beaucoup plus intéressante. Et je trouve d'ailleurs que CATL, c'est un fabricant de batteries à la fois LFP et NMC, et je trouve qu'ils sont beaucoup plus intéressants que finalement BYD. On voit bien que la charge normalement de tous les modèles BYD, que ce soit d'ailleurs des 50, 60, 80, 90 kWh, que ce soit du brut ou du net de toute manière, on est l'oscillobattant. Voilà, ça fait comme ça et la moyenne en fait ne dépasse pas les 80. Là, c'est un truc de fou. Tesla avec donc cette batterie de 58 kWh qui est un petit peu plus petite et un véhicule qui est un petit peu plus lourd, je crois que c'est 7 kg ou 11, bref, on va pas chipoter à 4 kg de différence. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette batterie structurelle, normalement, elle aurait dû être plus légère. Mais ça, on y reviendra aussi après dans la vidéo. J'espère ne pas dépasser plus de 10 minutes. Donc, la charge, on est sur un palier de 150-170. Moi-même, j'étais dégoûté, c'est-à-dire qu'un 10-80, tu le fais à peu près en 17 minutes, là où je le mets plutôt en 25 minutes, et tu peux même tirer jusqu'à 100% et mettre une 20, 22, 24 minutes, là où moi je vais mettre plutôt 30 minutes. D'ailleurs, d'un point de vue, on va dire commercial, je trouve que c'était pas forcément intéressant pour Tesla, puisque une batterie LFP ou NMC avec une plus grosse densité, donc une plus grosse puissance aux alentours des 77-79 kWh net, eh bien, il n'y avait pas réellement d'argument parce que l'autre mettait 30 minutes à charger, là où l'autre mettait 2 fois moins de temps pratiquement. Donc, gagner 100 km de plus pour tirer un peu plus loin, mais mettre beaucoup plus de temps donc à recharger, au final, peut-être que la batterie NMC sur 900 km, tu faisais 2 arrêts, mais tu faisais des arrêts donc d'1 heure, et l'autre, tu faisais 3 arrêts, mais tu faisais des arrêts de moins de 20 minutes, donc finalement 1 heure. Donc tu revenais finalement à la même chose. Donc sur la batterie LFP et notamment de BYD, ce qui est réellement dérangeant, et pour moi c'est une bonne chose qu'elle se soit arrêtée, c'est-à-dire qu'au-delà d'être une batterie donc structurelle, on est sur une batterie qui en termes de réparabilité, normalement c'est nul. Franchement c'est assez catastrophique. Alors tu me diras, c'est pas grave, bah oui, mais bon, alors on pense pas à l'environnement. C'est vrai que pour le moment, les batteries sont garanties 8 ans, 160 000 km sur les batteries LFP, et Tesla, de toute façon, logiquement, ne les répare pas. Donc en fait, il les remplace. Mais même en termes de recyclage, on ne sait pas ce que ça peut donner. Alors, la seule chose qui est accessible, c'est le port de charge, donc AC-DC. Donc c'est lorsque je suis allé voir donc Jérémy chez Revolt,
donc à côté de Nantes, qui m'a expliqué donc le port de charge, il est au niveau passager, donc au niveau du plancher à l'avant, donc l'accessibilité a priori se fait très bien, le remplacement peut se faire, ça c'est pas un problème. Par contre pour le reste, comme par exemple les poches de chez Renault qui sont peut-être pas en termes d'efficience, en termes de charge pratique, c'est beaucoup plus facile en fait à remplacer, même les anciennes Model S, et de toute façon que ce soit les autres batteries de CATL en LFP, les Panasonic, etc. etc. Donc en termes de réparabilité, en termes de poids, on se rend compte qu'au final la batterie est plus petite, 58 kWh pour 60. D'ailleurs, il y a la nouvelle batterie donc sur le nouveau modèle qui fait 62,5 kWh, a priori avec une meilleure densité, une charge un petit peu meilleure. Donc, et puis il y a l'argument donc commercial, comme j'ai expliqué donc en début de vidéo, c'est-à-dire qu'on remet un petit peu l'église au centre du village. On a une batterie donc LFP comme la mienne qui va faire à peu près 25 minutes pour faire un 10-80 environ, une batterie NMC en 10-80 qui va mettre à peu près 30 minutes, donc on a une équivalence, tu vois. Donc l'autre, tu vas faire 3 trajets, comme je t'ai dit, pour 800-900 km, et tu vas mettre à peu près 25 voire 30 minutes, donc plus de temps, et la batterie NMC, l'argument, ça sera finalement l'autonomie. Encore une fois, l'argument avec la batterie BYD ne tenait pas. Sauf que on se rend compte qu'il y a eu, et c'est pour ça que je vous ai demandé en début de vidéo, vous en êtes où par rapport à votre dégradation, et ça serait intéressant que je fasse une vidéo par exemple avec un VTC, donc si quelqu'un a une batterie, donc BYD, c'est la 7e lettre, hein. Google est ton ami, il faut vérifier, c'est je ne sais plus le numéro, mais on arrive à savoir donc si on a un pack de différence, parce que pareil, ça c'est important, on a eu une spécificité européenne, c'est-à-dire que la fabrication de ces batteries structurelles ont été faites uniquement à Berlin. En Chine, à Shanghai, ils avaient uniquement des CATL. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu une différence de 0 à 100 de puissance au niveau du moteur, c'est-à-dire qu'on était à 5 secondes 9 au lieu de 6 secondes 9. Alors tu me diras, mais Johan, pourquoi ils ne l'ont pas fait au début pour la CATL, et quand ils montaient de la CATL, parce que ça arrivait parfois qu'ils montaient des packs batteries donc de CATL, pourquoi ils l'ont pas fait? Ben non, je pense qu'ils n'ont pas voulu s'embêter, ils ont bridé en fait ils se sont calqués sur la batterie donc BYD, qui est en fait a priori au niveau de la tension, je pense, moins puissante, en tout cas qui permet pas, en tout cas au niveau de la batterie, de donner le maximum. Aujourd'hui de mémoire, on est à 349 chevaux, et ça aussi, entre guillemets, on va dire, c'est un inconvénient. Pourquoi donc cette batterie ne peut pas délivrer autant de puissance, autant en tout cas au moteur, et ne peut obliger en tout cas d'être bridé. Ce n'est pas un jeu de mots par rapport en fait à la batterie BYD ou CATL chinoise, c'est le cas. Moi je le voyais tout de suite, le 0 à 50, il est bon, et de 50 à 100, il reste très bon bien sûr, mais on sentait qu'on avait un petit ralentissement, donc une bride. Donc sur le 5 secondes 9, je crois qu'on est à 5 secondes 6 aussi aujourd'hui, donc sur la NMC, les arguments, en fait, y tiennent. Moi, je pense que le problème aujourd'hui de cette batterie donc structurelle, ça a coûté aussi d'un point de vue, donc, on va dire, assemblage, c'était trop complexe. On peut se demander même si c'était pas uniquement un test. En fait, on n'a pas la réponse exacte. Comment Tesla a réussi? Je veux bien qu'ils soient très bons, je veux bien que ça soit certains, il y ait des génies, mais comment ils ont réussi en fait avec une batterie où BYD a priori n'arrive pas à la maîtriser, et ils auraient réussi donc cette batterie Blade donc en lame à finalement la transfigurer et à doubler pratiquement la vitesse de charge et surtout les puissances. Donc pour le moment, ce n'est pas expliqué. Comme je l'ai dit, il y a eu pas mal de personnes, moi je suis trop sur Facebook, j'ai un petit peu arrêté, mais je regardais de temps en temps et des gens qui se plaignaient de la dégradation qui était assez importante. C'est pour ça que je vous ai demandé au début. Moi, 418, 408, donc par rapport à la norme au départ EAP, donc la norme américaine, donc ça voudrait dire 10 km de perdu réel hein, par rapport au state of health, donc en gros l'état de santé de la batterie, donc ça correspond à quoi? 2%. D'ailleurs, je le sens pas, c'est vraiment très très limité. Et comme j'ai expliqué, si on garde en fait une charge vraiment puissante, tant mieux. Si elle est réduite, parce qu'on voit qu'elle est à fond tout le temps, même quand elle n'est pas préconditionnée, tout, on va revenir très rapidement sur ma CATL qu'ils ont revu, j'ai l'impression que quand même il y a une volonté de la tester et de défoncer le concurrent. Je tiens à rappeler quand même que Tesla fait des voitures et ne fait pas réellement de batterie. BYD est un concurrent direct, alors que CATL, même s'ils font des châssis, on va dire, pas tout en un, mais prêts à l'emploi, et notamment un deuxième, là, qui est très intéressant, ça reste un fournisseur donc de batterie. Donc sur le véhicule, sur sa charge, sur sa dégradation,
on peut se poser la question, si on a une dégradation, mettons, de 10%, je te dis, c'est sur les longs trajets, est-ce qu'on arrivera sur un 10-80 à dépasser les 200 km? Donc, elle va être handicapante. La dégradation, il faudra la surveiller. Donc, c'est pour ça qu'avec un VTSA, ça serait très bien d'avoir des retours si quelqu'un veut faire une vidéo dessus. Et tant que la charge reste bonne, ça restera un très très bon argument, mais la CATL me donne la sensation, pour le moment on n'a pas assez de recul, de retour, ce n'est pas possible de savoir, mais la sensation quand même que dans le temps, la durabilité va être meilleure, et comme je t'ai dit, Tesla prend un soin particulier sur la CATL parce qu'ils ont revu entièrement la charge. Je te donne un exemple, quand j'étais en hiver et que je faisais pas, ou même des fois je faisais pas de préconditionnement parce que je faisais des tests et tout, et ça consommait beaucoup le préconditionnement. Ils l'ont revu énormément, c'est-à-dire que maintenant il est étalé, ce qui fait que la pompe à chaleur, au lieu de bombarder, on l'entendait 10-20 minutes avant, tu sais, à fond de balle, là elle le fait toujours, si vraiment tu fais un petit trajet de 20 km, elle essaie de chauffer à fond là. Donc là, en fait, elle va réguler, quand il fait vraiment très froid, quand on est aux alentours des 0 degrés, comme cet hiver, etc., à peu près tout le temps, elle va 2 heures avant chauffer. Truc de malade. D'ailleurs, ça peut être handicapant aujourd'hui parce que si tu as un tout petit trajet d'une demi-heure ou 3/4 d'heure, elle n'aura pas chauffé en totalité et elle va limite continuer à préconditionner. Ça, j'avais fait une vidéo dessus pour l'expliquer. Et elle va pas te donner la totalité, donc tu n'auras pas un pic de 170 et elle va stagner. Et comme je te l'ai expliqué, si tu fais plus de préconditionnement ou quoi, c'est peut-être aussi une volonté de t'obliger. C'est pas plus mal parce qu'il y en avait qui faisaient pas le préconditionnement. Le préconditionnement, ça permet de chauffer la batterie. Ça permet de moins lui taper grossièrement dans la gueule. Il vaut mieux que ça soit la pompe à chaleur qui chauffe à bloc avant qu'en fait elle se prenne 150 kW. Donc en fait, t'es bridé. Donc pareil, c'est pas un jeu de mots. Si vraiment il fait très froid et qu'elle n'a pas du tout préconditionné, tu vas démarrer à 60 et tu vas remonter, monter, mais tu auras vraiment un temps de charge qui sera assez long, à peu près 5 minutes de plus. Sur un long trajet, ce n'est pas pénalisant. Si par contre, tu es juste à côté et que tu n'as pas de possibilité de charge à la maison et que tu dois faire ce genre de choses, eh bien, ça sera un peu plus long. Mais je pense qu'ils ont mis une sécurité supplémentaire, ce qu'il n'y a pas sur la BYD. A priori, vous avez été plusieurs à me le confirmer. Donc quand vous allez faire votre charge, eh bien, préconditionné, pas préconditionné, paf, elle tape. Paf, direct 170, pratiquement tout le long. Donc, il faudra voir vraiment dans le temps. Je pense qu'encore une fois, pour moi, ce qui est le plus important à comprendre, c'est la technique. Je pense que finalement, ils se sont rendus compte de leur connerie, déjà de 1. De 2, est-ce qu'il y avait une volonté vraiment d'essayer les batteries BYD et de leur dire vous avez vu ce qu'on est capable de faire, et puis est-ce que le rapport de force n'a pas changé et au final ils se disent on abandonne avec BYD, ils sont capables de nous claquer dans les doigts, ou la batterie est finalement trop chère ou n'est pas assez intéressante. Et la réparabilité, franchement on ne peut pas parler en fait de voitures électriques et ceux qui nous parlent d'écologie et d'avoir une batterie en fait qui soit structurelle. Aujourd'hui il me semble que ni Revolt, de toute façon on n'est pas encore sorti des garanties, au moins d'un VTC qui sera à 160 000 km parce que sinon c'est 8 ans. Mais tout ce qui est Revolt ou même EV Clinique, je ne sais plus si Clinique EV, tu m'as compris, en gros, ils n'ont pas encore touché ce type de batterie, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient en capacité de pouvoir la réparer. Et c'est très important sur une voiture électrique, comme c'est tout de l'électrique, mais même sur des thermiques, mais même sur une machine à laver, sur n'importe quoi en fait, à partir du moment où il y a de l'électronique, un moteur, une batterie, n'importe quoi encore une fois, de pouvoir essayer de sauver la chose, de pouvoir la réparer. C'est ce que Revolt font, c'est-à-dire d'un côté on essaie de réparer, si on n'arrive pas, on essaie de faire de l'occasion de l'échange standard. Si on n'y arrive pas, eh bien en pire des cas, on refait donc du neuf. Donc, et puis il y a la problématique bien sûr, une fois qu'elle est enlevée cette batterie, c'est le stationnement du véhicule, il faut qu'il soit parfaitement bien aligné, etc. Parce qu'en fait on a un véhicule qui fait pratiquement 2 tonnes et voilà, il n'y a pas de croisillon, il n'y a rien. En gros, une fois que la batterie elle est tombée, tu n'as plus en fait de structure. Et comme je t'ai dit, donc finalement c'est une batterie qui est assez lourde, donc qui doit peut-être même coûter plus cher. Donc leur système à BYD, ils en sont vite revenus et ça nous renvoie finalement, je suis désolé, 14 minutes et on va finir là-dessus, sur le fait où ils ont abandonné ça et qui laissent la possibilité aussi à une chaîne à Berlin enfin d'avoir quelque chose de plus simple, plus direct, plus efficace. On aura toujours les gigacastings, les grosses pièces, etc. Mais on va avoir un véhicule plus simple. Et ce qui laisse aussi entendre, comme il n'y aura qu'une batterie, donc je suis désolé quand même pour la chaîne de montage, ça sera beaucoup plus simple, d'avoir aussi, donc sur la même base,
notamment le modèle 3, c'est ce qui était prévu qu'on entendait, une compacte. Je tiens à vous rappeler que le modèle Y était conçu d'une autre manière. Bien au final, mis à part certaines pièces qui sont encore différentes et l'assemblement qui est un petit peu différent, on se rend compte que le modèle Y n'a pas une si grosse différence finalement que le modèle 3 et qu'un d'un point de vue technique, structurel, assemblage, etc., il n'y a pas un grand changement. D'ailleurs, le modèle 3 Highland a plus de sécurité, on l'a vu au niveau des portes, que le modèle Y. Donc il n'y a pas ce crochet qui vient par rapport aux normes américaines. Je ne comprends pas pourquoi le modèle Y n'en a pas besoin. Alors une histoire de coût, une histoire de sécurité, ou du fait qu'il soit plus haut, quoi que ce soit, par rapport à l'impact, par rapport au véhicule. Peut-être, mais voilà en tout cas donc tout ce que je pense. Et de simplifier en tout cas la conception, l'assemblage, et finalement au niveau de la chaîne de montage dans l'usine, je pense que c'est plutôt une bonne chose et ça va très certainement, donc on l'espère, découler un véhicule. Tesla en a besoin, l'usine en fait de Berlin ne peut pas tourner un tiers et bientôt l'année prochaine un quart ou un cinquième, mais ça n'avance pas beaucoup a priori au niveau de l'usine de Berlin. Donc voilà, ça permettra en tout cas de redynamiser un petit peu les ventes et de proposer un véhicule alternatif. Donc d'un côté un modèle 3 qui se vend, ça dépend des pays, il y en a où il est en chute libre, il y en a où ça se vend un petit peu mieux, donc de 4,72 m de mémoire aujourd'hui, c'est grand, et un modèle Y qui maintenant fait 4,79 m, donc il y a la place largement pour un véhicule plus petit, et donc avec un châssis finalement, comme évoqué, raccourci d'un modèle 3 et quelque chose de relativement simple et des batteries donc CATL qui sont à mon avis aujourd'hui, c'est eux qui inondent le marché à 40%, Stellantis l'a bien compris avant que Carlos Tavares parte, c'est aussi quelque chose qui était intéressant et avec Leap Motors et d'autres de faire une usine en Espagne parce que pour moi c'est CATL, même le châssis qu'ils ont prévu qui est tout en un, c'est clairement les meilleurs aujourd'hui en LFP et ce sont, je pense, dans le temps, des batteries qui vont être, je pense, surprenantes sur 30 ans. Et donc, il faudra surveiller vraiment la BYD si elle se dégrade trop. Tu imagines si elle va d'ici 10 ans, 10, 15, 20%, ça va faire des arrêts quand même qui sont peut-être un petit peu trop courts. Et comme je l'ai expliqué d'un point de vue commercial, au moins, c'est relativement identifié. Tu comprends ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais sur la propulsion, quand il y avait 4000 € par an d'écart entre la BYD et la batterie grande autonomie NMC LG, je voyais pas l'intérêt. Alors, 2000 € d'écart, tu te dis, ça peut être un argument, je peux aller un petit peu plus loin, ça m'évite si je fais un grand trajet, je fais un aller-retour, j'ai pas besoin donc de recharger, j'ai 5 secondes 9, tu vois, il y avait des arguments. À 4000 €, voilà, clairement, il n'y avait pas d'argument. Donc, là où on ne sait pas, par contre, c'est pourquoi donc Tesla a arrêté. Est-ce que ça coûtait au-delà de ça trop cher? Est-ce que les batteries BYD, le contrat était trop élevé? Et ils n'avoueront pas peut-être que l'idée d'avoir aussi comme BYD des cell to body, c'était concrètement inutile. Donc next concrètement. Donc il faudra attendre vraiment une prochaine génération. Pareil pour la compacte, je pense qu'en fait, elle va reprendre toute la technologie des modèles 3, modèle Y, batterie, train roulant, moteur, donc pas de 800 volts, pas de rotor bobiné, parce que a priori aujourd'hui, c'est pas que Tesla a pris du retard, mais ça n'a pas l'air d'être la priorité, et aujourd'hui ils n'ont pas développé donc tout ça. Donc ils sont pas en retard, mais il y a un repli. Il y a un repli quand même technologique, donc il n'y a pas en tout cas un bond. Et puis le but quand même, notamment sur le 800 volts, si le but c'est de le faire, je pense que c'est de le faire bien. Parce que c'est vrai que Xpeng, par exemple, on voit où il y a certains, les Hyundai et autres, est-ce qu'ils prennent réellement tout le temps 800 volts? Je n'ai pas l'impression, donc sur des bornes de 800 volts. Donc si c'est pour être à 500 ou 600 volts, il faut quand même que ce qui est soit annoncé, soit véridique. Et voilà, 500 km WLTP, donc en LFP, avec 5 secondes 9, ça marche vraiment très très bien. Quel est l'intérêt de la grande autonomie? À 2000 € de plus, je trouve qu'elle aurait été intéressante si elle avait le pack premium. Ça aussi, je trouve que c'est une bêtise en fait de l'avoir retiré, c'est un peu une mesquinerie, et ça me prouve aussi, ça nous prouve qu'à Berlin, le fait de simplifier finalement la ligne de montage et cette batterie structurelle qui n'est plus, je pense que Tesla aura une marge plus importante sur les coûts, donc sur le prix, et peut-être de pouvoir un peu baisser si vraiment il n'y avait pas de compact qui arrive, parce qu'à 45 000 € en Europe, c'est pas que c'est trop cher.
c'est qu'il n'y a pas toujours le budget, il y a beaucoup de concurrence, et les phrases qui, on le voit avec encore Trump, là, cette vidéo, je pense que ça va avoir encore un impact plus négatif que positif, dans la mesure où les fans du pétrole de Trump, ou des diesels, c'est pas parce qu'ils apprécient Trump qu'ils vont forcément acheter une Tesla, il n'y a pas forcément de lien de cause à effet à mon sens. Par contre, de l'autre côté, c'est assez destructeur. Les gens qui sont fans de la marque et qui pouvaient peut-être même apprécier Elon Musk et qui voulaient peut-être sauver la planète, et bien à ce moment-là, ces personnes-là vont peut-être donc quitter la marque pour un constructeur européen ou éventuellement chinois, je ne suis pas sûr en tout cas que ça soit forcément mieux. Voilà pour cette démonstration, voilà pour ce que j'en pense en tout cas, et dans l'ensemble je trouve que c'est plutôt une bonne chose, c'est un rétro-pédalage, donc en espérant que ça simplifie pour Tesla, que ça apporte une compacte et qu'il développe un peu plus rapidement là, les V4, il y a du boulot, et qu'on arrive enfin à V2L, 800 volts, peut-être des roues directrices, des suspensions hydrauliques, j'en demande beaucoup, et la suppression donc de la ligne de direction, ça permettrait concrètement d'apporter un plus avec quand même un très très bon rapport qualité-prix, puisqu'aujourd'hui, concrètement, en termes de rapport qualité-prix, on n'a pratiquement pas mieux. Voilà. Vous pourrez me dire en commentaire les véhicules que vous voyez, moi aussi j'en ai plein dans la tête, ne vous inquiétez pas là-dessus, mais voilà, on va rester précis. 20 minutes, je suis désolé, je pense qu'il fallait aborder donc pas mal de sujets. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, dites ce que vous en pensez. On arrive aux 51 000, on fonce aux 100 000. Donc abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.